BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Eh oui, un pied aussi sur le marché immobilier, Intégral Placement, pour vous aider à y investir, ce monde de la pierre, placement préféré des Français. On en parle avec Olivier Marin, rédacteur en chef de Propriété Le Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Éric Tréguier pour Challenge. Bonjour Éric. Bonjour Guillaume. Et Marie Cœur de Roy, notre experte IMO sur BFM. Ça va Marie? Ça va super, vous? Eh bien ça va très bien. Et on va se demander si le marché immobilier va aussi bien que nous. Ceux qui souhaitent investir, qui souhaitent se lancer dans ce marché de la pierre, dans quoi vont-ils mettre le pied là? Comment se porte le marché? Le marché Olivier. se porte bien puisqu'on a des ventes et des prix qui continuent de grimper. On a un marché de l'immobilier résidentiel qui tourne à plein régime. On avait déjà eu des indicateurs avec les notaires qui nous indiquaient 921 000 transactions sur les 12 derniers mois de l'année, ce qui est un record, 846 000 un an plus tôt. Et là, on a eu confirmation par deux gros réseaux d'agences immobilières, c'est Guy Hockey et La Forêt. Alors, c'est pas n'importe qui. Guy Hockey, c'est 450 agences en France et La Forêt, c'est 720, donc ce qui donne un peu le pouls du marché. Alors, Guy Hockey, un volume de vente en hausse de 5% sur un an, au troisième trimestre. Et pour La Forêt, c'est 12%. Et côté prix, on a une tendance exactement à la hausse, une moyenne de 2,5 pour Guy Hockey, avec des pointes en Ile-de-France à 4,5 sur un an, 5% de hausse à Paris. Et chez La Forêt, c'est encore plus, puisque la hausse moyenne des prix atteint 3,5 et 6,5 à Paris sur les 9 premiers mois de l'année. Et puis on ajoute dans l'actualité, hier soir, les notaires parisiens, franciliens, ont donné leurs derniers chiffres, et on a exactement cette tendance record à la fois de vente et de prix. Volume de vente, il s'est vendu entre mai et juillet 55 000 logements anciens en Ile-de-France. C'est 20% de hausse sur un an et c'est du jamais vu depuis 20 ans. Et côté prix, alors si on a une hausse de prix qui est modérée en Ile-de-France, à Paris c'est confirmé. Les notaires indiquent sur les projections des avant-contrats pour novembre, 9 000 € par mètre carré en moyenne pour un appartement. Ça représente quand même une hausse de 9% sur un an, voilà pour Paris. Et dans un contexte où les acquéreurs ne sont pas découragés, en profitent à plein, on le sait avec les taux de crédit, on peut emprunter actuellement à taux fixe à 1,50 sur 15 ans, 1,70 sur 20 ans et 1,90 sur 25 ans. Et ça, c'est une moyenne. Hein. C'est une moyenne, évidemment, on peut avoir... On peut même grignoter quelques petits... Et Meilleur Taux, Éric. hier, annonçait effectivement qu'il y a certaines banques, il y a à peu près une demi-douzaine de banques qui sont en train de baisser leur grille. Ça veut dire une chose, parce que généralement, quand on arrive à cette période-ci, l'automne, les banques ont fait un petit peu le plein, la saison est un petit peu terminée, elles ont engrangé suffisamment de crédit, et donc elles resserrent un tout petit peu les conditions. Là, il se trouve qu'il y a eu un peu moins de renégociations, elles ne sont pas tout à fait au volume qu'elles espéraient, et donc elles poussent un petit peu les feux en baissant les taux. Alors on voit, là il y a quelques banques qui ont commencé à baisser leur grille, 0,10, 0,15, c'est pas énorme, mais dans un mouvement où tous les taux sont en train de monter, on nous dit depuis un an les taux montent, etc., on s'aperçoit que il y a quand même, c'est un pilotage fin et il y a un pilotage très commercial de la part des banques. Oui, après, il faut bien voir que les banques, elles sont dans une situation un peu complexe cette année ou cette fin d'année. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. On sort d'un été qui n'a pas été très bon, pas bon du tout. D'où la nécessité de baisser les taux un peu. C'est exactement ça. Alors on a des prix qui sont très hauts, des transacts qui sont quand même un tout petit peu affaiblis, quoi qu'en dise pour le moment. Oui, il y a un petit ralentissement. Il y a eu quand même un petit ralentissement au cœur de l'été. Alors c'est traditionnel, mais là visiblement c'est plus marqué. Et puis il y a autre chose, c'est que là les objectifs pour l'ensemble de l'année 2017 ils sont atteints. C'est-à-dire qu'on capitalise pour l'année 2018 d'ores et déjà chez les banques. Et le problème c'est que 2018 sera quand même une année très particulière, parce que je vous rappelle qu'on a des dispositifs qui seront remaniés l'an prochain, qu'on aura forcément moins de transactions, et donc du coup il y a aussi cette envie pour les banques de capter un maximum de clients tant qu'elles le peuvent maintenant et à l'heure où les dispositifs sont encore présents. L'année prochaine sera sans doute un tout petit peu plus compliquée. Oui, puis le mois d'octobre, c'est un temps Olivier. fort de l'habitat. Il y a le mois de mars, le mois d'octobre prolifèrent les salons immobiliers. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de ménages, peut-être vous-même qui envisagez d'acheter une maison. J'envisage, mais je ne peux pas. Ce sera une maison de poupée pour Marie. Donc, les Une banques tiny sont house. très attentives dans cette période. Elle est importante, on le verra notamment dans l'agenda sur la seconde partie sur les salons. On va en parler en effet. En tout cas, donc des opportunités sur les taux en cette fin d'année. Pourquoi pas à saisir, et les prix qui continuent de progresser. Mais vous le disiez, sur les transactions, on s'oriente sans doute vers un ralentissement. Et même sur les prix, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien regarder. Alors effectivement, quand on parle des très grandes villes, qu'on parle de Paris, de Bordeaux, de Lyon, on a des prix effectivement qui s'envolent. Après, il y a quand même des débuts d'annonces de petits ralentissements de hausse de prix.
parce que petit affaiblissement aussi de la demande immobilière au cœur de l'été. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une forme de prix qui s'assagissent sur la fin de l'année? C'est probable, c'est probable. À part à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Une demi-douzaine de grandes villes, le reste de la France est assez calme, c'est vrai, aussi bien sur les transactions que sur les hausses de prix. Oui, tout à fait, mais il n'y a pas de baisse de prix depuis 2 ans. Et puis à un moment, il y a l'offre qui se raréfie aussi, donc ça explique la baisse de la... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a moins de transacts parce qu'il y a moins d'offres aussi. Alors ceux qui souhaitent investir, bien sûr, ils vont chercher des coins où les prix ont encore du fort potentiel, des coins amenés à se transformer. On parle de ces nouveaux quartiers, ces nouveaux projets, entre autres le Grand Paris. Et puis on peut essayer de trouver à l'étranger des villes à fort potentiel, des villes en tout cas extrêmement prisées, extrêmement recherchées, extrêmement demandées, mais dont les prix baissent. Ça existe ça, Eric? Alors il y en a plein partout, des villes où les prix baissent à l'étranger, mais c'est vrai très demandé, très recherché, quand on regarde nos voisins, effectivement, il y a une capitale européenne de l'immobilier, c'est Londres. C'est là que se réfugient un certain nombre d'oligarques russes. C'est là que les pétrodollars continuent de s'investir. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu le cœur de l'immobilier européen. Et là, patatras. Miracle. Patatras. Miracle. Bon, ça dépend. Deux façons de voir les choses là. Exactement. Patatras, les prix sont en train de baisser. C'est la première fois depuis 9 ans. La chute fait pas mal, quoi. Patatras, Eric, moi, cette petite chute-là, elle me tord même pas la cheville, quoi. Mais c'est la première fois que ça arrive. Et ça fait du bien. Ça fait du bien peut-être au marché, ça permet d'avoir une pause, mais ça montre bien, c'est une des premières conséquences du Brexit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, toutes les entreprises sont en train de se poser des questions. Est-ce qu'on reste sur Londres? Est-ce qu'on s'en va sur Londres? Donc, si vous voulez, tous les cadres de haut niveau qui achetaient une maison, un logement à Londres, c'est 500 000 € minimum. C'est-à-dire que c'est entre un tiers et 50% plus cher qu'à dans les meilleurs quartiers de Paris, en moyenne. Donc, puis il faut voir la qualité de l'habitat aussi à Londres. Hein, les normes, je sais pas, les normes, elles sont un peu moins strictes qu'en France. J'allais dire qu'en Europe qu'en France, non là-bas en Grande-Bretagne. Non, je sais pas. Je trouve que les isolations sont. Je suis pas allé dans toutes les maisons britanniques, d'accord, mais quelques expériences, les isolations sont assez pourries, je trouve, assez foireuses. Je pense que l'expérience aussi prouve que, effectivement, dans l'ensemble de la Grande-Bretagne, l'isolation n'est pas un problème. J'ai pas d'avis. Voilà. Et on retrouve des salles de bain glaciales, des vitres qui laissent passer l'air. Mais ça coûte quand même une fortune quand c'est à Londres. Et bien sûr. Mais en tout cas, donc, conséquence du Brexit. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Il y a une étude récente de la BNP Paribas qui le montre, c'est que les Anglais continuent de s'intéresser à la France, parce que pour eux, la France, elle a 3 avantages. Elle a un art de vivre, elle a une stabilité, et elle a des prix qui leur paraissent vraiment abordables. Ouais. Première baisse des prix en 6 ans, donc 9 ans à Londres. Et Marie s'en réjouit. Ça veut dire qu'il faut toujours aussi, quand on investit, regarder la stabilité politique, stabilité juridique du pays dans lequel on s'engage. Ça peut peut-être donner des idées sur Barcelone. Non, j'en sais rien. Ce qui se passe en Catalogne, ça peut faire baisser les prix de Barcelone, par exemple. Mais Barcelone, il faut voir le niveau des prix. Ils ont augmenté depuis la crise, mais on n'est pas sur des prix monstrueux. Enfin, je crois. Monstrueux pour l'Espagne. Ils le sont pour l'Espagne. Barcelone, c'est la capitale économique de l'Espagne. Donc Madrid est la vraie capitale, mais Barcelone a des prix. C'est la ville qui a les prix les plus élevés. Hein. Et on est autour des 3 000 € du mètre carré. Donc il faut quand même l'augmentation a été beaucoup plus rapide à Barcelone qu'à Londres au cours des dernières années. Oui, mais il faut voir la crise qu'ils ont vécue aussi. Bien sûr. Ils ont rebondi. Ils ont rebondi. Parce que la chute a été beaucoup plus terrible que la petite baisse de Londres. Si vous voulez vraiment gagner, trouver du rendement, il y a une autre solution. Pas la peine de partir à l'étranger. Il suffit de mettre en location saisonnière. Allez sur Airbnb et mettez en location votre bien. C'est super rentable. Ça marche de plus en plus. Il y a une montée en puissance qui se confirme de ces sites-là de location. C'est pratique. Évidemment, ça rend service. Mais en fait, on sait, le phénomène a pris une telle ampleur que non seulement les effets négatifs, c'est que ça retire des logements aux habitants, mais que c'est un effet inflationniste sur le prix, sur les prix de l'immobilier. On le voit à Paris, 9 000 € du mètre carré. On le voit à Bordeaux. Bordeaux, c'est vraiment un phénomène très présent. On est à 3 500 € du mètre carré à Bordeaux, mais c'est une hausse de 15% sur un an. Alors, il faut savoir que notamment à Bordeaux, il y a une campagne de protestation qui a été lancée par les habitants d'un quartier ils en peuvent plus. Ils sont excédés par le bal des valises et les bruits incessants que font les touristes de passage dans une trentaine d'appartements. La presse locale Sud-Ouest en a fait l'écho. Et il faut savoir que M6, actuellement, avec son émission Zone Interdite, est en train de tourner à Bordeaux sur justement ce phénomène de location touristique saisonnière qui prend une ampleur folle. Bordeaux, zone interdite, c'est la meilleure. Il faut savoir qu'il y a un élu bordelais qui a monté un observatoire Airbnb, il s'appelle Mathieu Rouvert.
Il est vice-président du conseil départemental. Il étudie en fait ce que ça modifie au niveau de la sociologie urbaine. C'est très intéressant. Et son observatoire en fait collecte l'ensemble des offres, c'est-à-dire toutes les chambres, les logements entiers qui sont proposés à la location par Airbnb dans près de 120 villes. Et vous l'avez d'ailleurs en ligne. Il y a un site qui s'appelle, c'est observatoire-airbnb.fr. Et selon lui, alors en un an, le nombre d'offres de logements sur Airbnb à Bordeaux est passé de 3000 à 6500. En un an, de 3000 à 6500 offres Airbnb. Plus que doublé. Vous avez Non, à mais Bordeaux... quand on regarde ce qui se passe à Paris... 140 000 logements. Oui. Vous voyez le phénomène. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, il y a un Airbnb pour 22... Paris. Attendez, c'est intéressant. Oui. Un Airbnb pour 22 logements. Oui. Voilà où on en est. Un Airbnb pour 22 logements, c'est énorme. Et à Paris, on passerait, selon l'Observatoire, de 56 000 logements en octobre 2016 à 86 000 en septembre 2017. Alors, Airbnb a été contacté, a dit que c'était exagéré, qu'il y avait une méthode en fait de calcul de data scrapping, de prendre tout ça, que c'était exagéré. Mais Airbnb annonce quand même 70 000 logements à Paris, intramuros. Alors, si vous rajoutez à Britel et les autres, vous voyez un petit peu l'ampleur du phénomène. Donc ça monte à toute vitesse. La ville de Paris, elle veut réduire le nombre de nuitées. Donc 000, maintenant, depuis le 1er octobre, il faut s'inscrire en ligne auprès de la mairie de Paris si vous voulez mettre en location, que ce soit plus ou moins 120 jours d'ailleurs sur le délai légal, parce qu'ils veulent réglementer, mettre une immatriculation comme pour votre voiture, donc sur le logement sera immatriculé. Et en attendant, chaque pays tente de trouver une solution pour s'en sortir. Alors la plus radicale, c'est Berlin, qui, là vous n'avez plus le droit du tout. Les locations sont interdites en l'absence du propriétaire, il faut qu'il soit sur place. On revient à le côté initial, c'est-à-dire on vous passe un bout de canapé chez vous. Barcelone, c'est pas plus de 31 jours d'affilée avec un document officiel. Amsterdam et San Francisco, 60 jours maximum. Londres, c'est 90 jours maximum et c'est ce que souhaiterait faire la mairie de Paris, au moins de revenir de 120 à 90 jours maximum. Ouais. Toutes les grandes villes touristiques, de toute façon, sont On est les plus laxistes, ça veut dire que Paris est la ville la plus laxiste. Pour l'instant, oui. Pour le moment, par exemple, d'autres villes se sont mis dans ce mouvement. Il y a Venise, il y a Dubrovnik, toutes les grandes villes qui attirent beaucoup de touristes. C'est normal. Bon, voilà, les sites de location qui doivent s'adapter et ceux qui investissent, qui sont bailleurs aussi. C'est vrai que c'est rentable, c'est très rentable Airbnb, beaucoup plus qu'une location normale, mais donc la mairie de Paris souhaite réduire le nombre de nuitées. D'autres villes en France aussi peut-être tenter. Et Bordeaux va faire exactement la même chose à partir de mars 2018. La mairie de Paris, c'est pas tant sur le complément de revenus pour certains qui, c'est plus pour les multipropriétaires qui en font de véritables machines à cash. C'est plus ça qu'ils veulent évidemment réguler, la mairie de Paris. D'après les calculs de ce site, on rappelle, il y a à Bordeaux un Airbnb pour 22 logements et à Paris un Airbnb, j'ai fait le petit calcul par rapport aux chiffres, un Airbnb pour 15 logements à Paris. C'est énorme, ça paraît énorme. Enfin, Airbnb conteste. Combien de logements à Paris vous parlez? Pour 15 logements, Oui, mais combien? À Paris, on est à 1 200 000 logements à peu près. Oui, mais voyez, le chiffre qu'annonce ce site, ça paraît énorme. Airbnb le conteste. Enfin, voilà, il y a le débat. Mais sur Airbnb, à Paris, il y a des propriétaires qui ont jusqu'à 40 propriétés en location. Exact. Donc, on n'est plus dans l'accueil sympathique des débuts. On est vraiment dans l'industrie. Alors, du coup, les hôtels râlent aussi, parce qu'Airbnb, à Britel, on n'oublie pas les autres sites, c'est de la concurrence. Pour les hôtels, Airbnb dit au contraire qu'il comble le manque d'offres hôtelières dans pas mal de villes. Voilà, le débat reste complètement ouvert. Alors, justement, puisqu'on parle d'hôtel, Olivier, vous nous présentez la rénovation d'un luxueux hôtel particulier. C'est pour le plaisir des yeux. Là, vraiment, c'est pour le plaisir des yeux. On va voir en image. C'est sans doute l'un des plus beaux hôtels particuliers actuellement rénovés à Paris. Alors, on est dans le 7e arrondissement. Nous sommes entre le musée Rodin et l'Assemblée nationale, alors dans une résidence privée. C'est un hôtel particulier qui s'élève sur 2 étages, surface de 830 mètres carrés, 10 pièces. Ça fait du bon Airbnb. 6 chambres. C'est pour Marie, ça, c'est juste qu'elle cherche. Oh, la piscine. Des ascenseurs intérieurs, grand salon, suite de maîtres, grande bibliothèque, un jardin. Lit king size. Au sous-sol, donc la piscine, vous avez le jacuzzi, le home cinéma. C'est un bien proposé actuellement à la vente par Property Premium. Alors, côté travaux, il sera finalisé pour avril 2018, Guillaume. Je ne sais pas si je vais pouvoir attendre. Cédric également. Et côté prix, évidemment, c'est un bien qui va au-delà des 10 millions d'euros. Ça veut dire quoi, au-delà? Ça veut dire au-delà. Parce que ça va aussi au-delà d'un euro. Mais... C'est Olivier le vendeur, donc il ne veut pas trop dire. On vient de découvrir ces images absolument sublimes. C'est avec BFM Business, c'est la radio et aussi la télé. L'immobilier, c'est de l'image et c'est du réel. C'est tangible. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce Club Imo. D'autres idées pour investir, les nouvelles tendances du marché à suivre après 10h30.